Dans le film que vous allez voir, des images de synthèse vont être utilisées pour représenter le trajet de la lumière. Or, si la lumière se voit de face, lorsque la source lumineuse est devant vous, elle ne se voit pas de profil. Alors, nous avons choisi de représenter la lumière de profil de cette façon. Et comme la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle se déplace, nous la ferons avancer de cette manière. Bien sûr, gardez en tête qu'ici, la vitesse est considérablement ralentie. Bon film! « 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière. Plus exactement, 299 792 km et 458 mètres par seconde. Autrement dit, en une seconde, la lumière parcourt 299 792 km et 458 mètres. Il lui faut seulement 8 minutes et 13 secondes pour parvenir du Soleil jusqu'à nous. Un peu plus de 4 ans depuis Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire, et à peine 1 milliardième de seconde pour aller de l'écran que vous regardez jusqu'à vos yeux. 300 000 km par seconde, ça va très vite. Tellement vite que durant des milliers d'années, les hommes ont cru que la lumière était instantanée. Comment vous dire? Pour eux, elle ne se déplaçait pas. Il y en avait ou il n'y en avait pas. Un des premiers à avoir douté de l'instantanéité de la lumière, c'est Alhazen, un savant arabe du Xe siècle. Alhazen est un précurseur. Il est l'auteur du premier traité d'optique, un ouvrage dans lequel il décrit le phénomène de la réfraction et l'explique. Vous savez, quand on plonge un bâton dans l'eau, par exemple, eh bien, on a l'impression qu'il est cassé. Alhazen a une intuition. Il pense que la lumière a une vitesse de propagation. Hélas, il ne pourra rien prouver et sa géniale intuition ne restera qu'une intuition. En fait, c'est Galilée, au XVIIe siècle, qui le premier va tenter de mesurer la vitesse de propagation de la lumière. Galilée, vous le connaissez, c'est ce savant italien qui s'est illustré du haut de la tour de Pise en faisant des expériences sur la chute des corps. Galilée pense donc que la lumière a une vitesse finie. Et en savant scrupuleux, il est bien décidé à le prouver. Pour cela, il doit mesurer le temps que met la lumière pour parcourir une distance bien précise. Car c'est ça la vitesse, une distance sur une durée. Quand un véhicule roule à 50 km par heure, par exemple, eh bien cela signifie qu'à cette vitesse, il parcourt 50 km en 1 heure. Revenons à Galilée. Il est également persuadé que la lumière se propage très vite. Comment faire alors dans ces conditions pour la suivre sur un trajet déterminé avec un point de départ et un point d'arrivée et mesurer le temps qu'elle met pour effectuer ce trajet? Une chose est sûre, sa mesure ne peut se faire que sur une grande distance. Galilée met en place l'expérience suivante. 2 observateurs se positionnent à environ 1800 mètres l'un de l'autre, chacun au sommet d'une colline. Il fait nuit. Tous les 2 sont équipés d'une lanterne dont ils ont masqué la lumière. L'idée de Galilée est simple. Le premier démasque sa lanterne et il déclenche simultanément une clepsydre, l'ancêtre de l'horloge. Sitôt qu'il aperçoit la lueur, le second démasque la sienne. Et dès que le premier aperçoit cet éclat, il arrête la clepsydre. Plutôt bien vu, si j'ose dire. Ce dispositif doit en effet permettre de mesurer le temps que met la lumière pour faire l'aller-retour entre les 2 observateurs. Hélas, les 2 hommes ont beau faire et refaire l'expérience, la lumière semble instantanée. Et pour cause, il ne lui faut que quelques millionièmes de seconde pour parcourir 3600 mètres. Pour autant, Galilée ne va pas en déduire que la lumière est instantanée. Non, pour lui, sa vitesse est trop élevée pour pouvoir la mesurer. En fait, il va falloir patienter jusqu'au XVIIIe siècle pour prouver que la lumière se déplace à une vitesse vertigineuse, le temps que des savants acquièrent les connaissances suffisantes et mettent au point le matériel nécessaire. Le premier, qui sans le savoir va apporter sa contribution à cette quête, s'appelle Nicolas Copernic. Son nom vous dit sûrement quelque chose. C'est un astronome
prestigieux. Avant lui, on pensait que la Terre était au centre de l'univers. C'était comme ça depuis les Grecs. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic va remettre les choses en place, enfin, les planètes. L'astronome va montrer que le Soleil est au centre du système et que toutes les planètes tournent autour. C'est d'ailleurs en défendant les thèses de Copernic que Galilée aura des problèmes avec l'Église. Le deuxième savant, c'est Galilée, justement. En 1609, il met au point une lunette qui permet d'observer les planètes du système solaire. Grâce à cet instrument, il découvre que 4 lunes gravitent autour de Jupiter. Le troisième, enfin, s'appelle Johannes Kepler. Il observe le balai des planètes autour du Soleil et en comprend la mécanique. Grâce à ces travaux rassemblés dans les fameuses lois de Kepler, les astronomes peuvent dès lors savoir à tout moment où se trouvent les planètes les unes par rapport aux autres. Voilà, la boîte à outils est prête. La lumière va pouvoir livrer une partie de son mystère. Imaginez, nous sommes en 1671, sous le règne de Louis XIV. L'Observatoire de Paris vient juste d'être achevé. Il est dirigé par l'illustrissimo Jean-Dominique Cassini. À l'époque, c'est une personnalité très importante et très respectée en raison de ses tables, les fameuses tables de Cassini. Rien à voir avec la gastronomie, Jean-Dominique Cassini a la tête dans les étoiles. Grâce aux lois de Kepler, il a calculé et déterminé les jours et les horaires des éclipses de Io, un satellite de Jupiter. Autrement dit, il sait quand précisément cette lune disparaît dans le cône d'ombre de Jupiter, c'est ce qu'on appelle l'immersion, et quand elle en ressort, c'est l'émersion. Ces données sont rassemblées sur des tableaux, un peu comme les horaires de marée aujourd'hui, les fameuses tables de Cassini. À l'époque, l'idée, c'est d'aider les marins à se positionner sur la mer. Ils n'ont pas le GPS, mais en comparant l'heure à laquelle ils voient apparaître ou disparaître le satellite de Jupiter et l'horaire qui figure sur les tables au jour J, horaire qui correspond à celui de Paris, eh bien, ils peuvent en principe déterminer la longitude à laquelle ils se trouvent. Cependant, Cassini est perturbé. Ça fait pas mal de temps qu'il observe Io et il ne comprend pas. Parfois, Io respecte ses prévisions et depuis la Terre apparaît ou disparaît pile à l'heure. Et puis, de façon tout à fait incompréhensible, quelques mois plus tard, Io apparaît ou disparaît avec quelques minutes de retard ou d'avance sur ses prévisions. Que se passe-t-il ? Olaus Rømer, astronome danois, invité de Cassini à l'Observatoire de Paris, va proposer une solution à ce problème. Les planètes, on l'a vu, tournent autour du Soleil dans un étrange balai. Imaginez, la Terre se trouve ici, Jupiter là. Io entre dans le cône d'ombre puis en ressort à 22 heures, comme prévu par les tables. Quelques mois plus tard, la Terre se trouve maintenant ici et Jupiter là. La distance qui sépare les deux planètes a augmenté de 75 millions de kilomètres. Io entre dans l'ombre, l'observateur qui se trouve sur Terre la voit ressortir, mais avec 4 minutes de retard sur l'horaire prévu. Pourquoi ? Eh oui, pourquoi ? Eh bien parce que la distance entre Io et la Terre a augmenté et que les 4 minutes supplémentaires correspondent au temps nécessaire à la lumière pour qu'elle parcourt cette distance supplémentaire. Rømer fait d'une pierre deux coups. Il explique les retards de Io et en déduit que la lumière a une vitesse finie. Après une telle découverte, on pourrait imaginer que la communauté scientifique explosa de joie. Eh bien, pas vraiment. Cassini va très vite remettre en cause les résultats de Rømer. En effet, les éclipses des autres satellites de Jupiter ne sont pas sujettes au même retard que celles de Io. L'argument, c'est vrai, est de poids. En fait, on sait aujourd'hui que ces écarts sont dus à des mouvements plus complexes des autres satellites et qu'il était difficile de les déceler à l'époque. Finalement, c'est un Anglais, James Bradley, qui va clore le débat. 50 ans plus tard, il confirme que Rømer avait raison et que la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle a une vitesse finie qu'il estime proche de 300 000 km par seconde. Désormais,
la course à la mesure de la vitesse de la lumière peut démarrer, mais ça, c'est une autre histoire.